Pour les 40 millions d'automobilistes français, cette scène fait partie du quotidien. Bonjour monsieur, c'est voir la carte grise, l'assurance, votre permis s'il vous plaît. Bonjour monsieur, police routière, je vais vous demander de couper le contact s'il vous plaît. Votre permis, la carte grise, l'assurance. Et c'est en région parisienne que ces contrôles routiers sont les plus fréquents. Car chaque jour, 4 millions de conducteurs circulent entre la banlieue et Paris. Christophe a 35 ans. Il en a déjà passé 7 sur le terrain. Ce policier travaille à la section de constatation des infractions routières et le travail ne manque pas. Ce matin, comme chaque jour, Christophe et son collègue Hervé partent pour une mission de surveillance sur le périphérique parisien. Leur objectif, traquer le moindre comportement dangereux, susceptible de causer de graves accidents. Les infractions type feu rouge, téléphone portable, refus de priorité. Pour être plus efficace, ce policier a sa technique. Il va patrouiller à bord d'une voiture banalisée, sans aucun marquage. Ce qui nous permet en effet de voir plus le comportement de monsieur tout le monde quand il est à son volant, surtout lorsqu'il n'y a pas un véhicule de police sérigraphié à côté de lui. Après quelques minutes de ronde sur le périphérique, Christophe va voir débouler devant ses yeux un chauffard. L'homme à bord de cette voiture ne respecte pas la limitation de vitesse et sa conduite est dangereuse. Le véhicule de devant donc, a plutôt tendance à rouler à 100, 110 sur le périphérique. Il colle les véhicules à moins d'1 mètre. Le policier pourrait arrêter le conducteur tout de suite, mais il préfère le suivre pour observer son comportement. Sous ses yeux, l'homme va multiplier les infractions. Et là, il va sans clignotant, et donc il va passer dépassement par la droite avec une vitesse excessive, parce que pour l'instant, il est à 110 km/h. Il va faire pareil sur la voie qui est censée être la voie la plus lente. Nous sommes à 130 km/h, il zigzague. Ouais. Donc là, nous, on va mettre nos avertisseurs sonores et on va aller le voir, lui dire bonjour. Et vous allez voir que même s'il a été pris en flagrant délit, ce conducteur va se trouver des excuses pour justifier son comportement auprès des policiers. Oh, on sort, suivez-nous. Vous êtes susceptible d'une perte maximum de 3 points. Pareil. 3 points, si vous êtes doublement par la droite, ouais. Non, monsieur, tout slalomé entre les véhicules, c'est pas un karting, monsieur, c'est le périphérique parisien. L'attitude de ce conducteur n'est pas un cas isolé. Le comportement irresponsable des chauffards a encore causé la mort de plus de 3500 personnes l'an dernier sur nos routes. Vous m'entendez, monsieur? Monsieur? Vitesse, alcool, drogue. Certains automobilistes enfreignent les règles au mépris du danger, avec des conséquences souvent dramatiques. Accident de la circulation confirmé. 2 véhicules de tourisme en collision à force cinétique. Tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir pour une route plus sûre. Tous responsables. Alors, depuis une vingtaine d'années, la France déploie d'importants moyens pour mettre un terme à la délinquance routière, avec des spots publicitaires comme celui-ci. Avec une répression accrue, des radars de plus en plus nombreux et perfectionnés, et le renforcement des unités de terrain. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière une infraction au code de la route se cachent parfois d'autres délits, encore plus graves, qui peuvent conduire les enquêteurs sur des affaires tentaculaires aux ramifications insoupçonnées. Parmi ces infractions, celle qui reste la plus difficile à traiter, c'est le délit de fuite, lorsque des chauffards blessent d'autres personnes et disparaissent dans la nature. Rien qu'à Paris l'année dernière, on en comptait plus de 130. Alors pour répondre à ce problème et à l'augmentation globale des infractions routières, une brigade a été spécialement créée dans le 13e arrondissement de Paris, l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Dans cet immeuble de la préfecture de police de Paris, 40 officiers de police judiciaire se relaient 24 heures sur 24.
La passagère a fini à envoyer disant que c'était ma faute parce que c'est elle qui vient me taper dessus sur la roue. Des hommes et des femmes qui mènent près de 80 auditions par semaine et traitent plus de 5000 enquêtes par an. C'est à base là que vous recevrez votre permis et la convocation. D'accord. On est d'accord? Et ce matin-là, au 2e étage de cet immeuble, Jean-Marc et ses hommes ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à entamer une enquête particulièrement difficile. À 35 ans, ce chef de groupe a l'habitude de gérer des dossiers compliqués. Mais celui qu'il va prendre en main aujourd'hui dépasse les limites. C'est une affaire assez sérieuse. Disons que ces deux policiers, ils ont voulu contrôler un véhicule qui présentait des dégâts matériels. Un contrôle routier qui a failli tourner au drame, y compris pour les agents de police présents sur place. Après avoir lu le rapport des faits, Jean-Marc compte entendre, l'un après l'autre, les deux policiers qui ont eu affaire à une chauffarde dangereuse et imprévisible. Vas-y, entre. Les faits se sont produits il y a 48 heures et ce premier gardien de la paix n'en revient toujours pas. Bon, ça va? Toi, t'as pas été victime de violence? Non, je suis resté en retrait sur les arrières. D'accord. Pendant une demi-heure, l'homme va livrer à Jean-Marc son témoignage et donner des éléments précieux à l'enquêteur. Et voici minute par minute le récit de ce contrôle routier bien particulier. Cet après-midi-là, les deux agents qui roulent sur un petit scooter quittent l'hôtel de police pour effectuer un contrôle routier comme les autres. Ils sont en place depuis quelques minutes quand, soudain, ils aperçoivent un véhicule qui leur paraît suspect. On voit ce véhicule avec le flanc gauche enfoncé et le carreau arrière gauche, passager, donc qui était recouvert d'une bâche en plastique. Rien d'illégal, il n'est pas interdit de rouler avec une voiture abîmée. Mais l'aspect négligé de ce véhicule laisse penser aux policiers que le contrôle technique pourrait être périmé. Alors, ils décident d'arrêter la conductrice pour contrôler ses papiers. Sauf qu'il y a un petit problème. Apparemment, sur elle, elle n'a aucun papier. Elle se dirige donc à l'arrière de sa voiture, elle ouvre le coffre. On voit qu'il y a du fouillis, il y a des affaires un peu de partout. Et alors elle commence à regarder un petit peu dans les différents papiers. Mais alors, ça prend 5-10 minutes facilement parce que c'est un peu le cafouillis, quoi. Après avoir fouillé dans tout le véhicule, la femme qui conduit cette voiture ne trouve ni permis ni pièce d'identité. Alors elle donne verbalement ses noms et prénoms aux policiers. Une certaine Françoise Bardin. En jetant un rapide coup d'œil sur le pare-brise, les agents vont constater que la vignette du contrôle technique n'est pas à jour. Alors, ils décident de verbaliser la conductrice. C'est là que j'ai pas compris. J'ai entendu le contact se mettre en route. Donc je me suis inquiété. J'ai commencé à aller vers le véhicule. Et là, au même moment, elle est partie. La femme vient de prendre la fuite sous les yeux des fonctionnaires de police. Ils décident alors de la suivre sur leur scooter. Mais ces deux roues ne sont pas très puissants, ils ne peuvent pas rouler très vite. Mais heureusement pour eux, à cette heure de la journée, le trafic est dense sur l'avenue où ils se trouvent. Ils se rapprochent de la voiture. Alors pour leur échapper, la conductrice va prendre beaucoup de risques et multiplier les infractions. Elle grille plusieurs feux rouges, évite de justesse des piétons et manque d'entrer en collision avec un tramway rempli de passagers. Les deux policiers réussissent à rattraper la conductrice. Ils lui ordonnent de s'arrêter, mais rien n'y fait. Elle nous donne l'impression de quelqu'un qui a pété un plomb, qui est plus maître d'elle-même. Et on sent que si on se met devant elle, on sera un obstacle. Et comme elle a qu'une idée en tête, c'est de prendre la fuite, qu'on va se faire percuter. La conductrice n'a qu'une seule possibilité pour s'enfuir. Emprunter le périphérique parisien situé à sa droite. Alors pour prendre la fuite, elle va percuter l'un des gardiens de la paix. Cet homme qui a failli perdre la vie, le voici. Le fonctionnaire a été protégé par son deux roues lors de la collision qui aurait pu virer au tragique. Un événement marquant pour ce policier encore traumatisé. Elle m'a vu, elle m'a bien vu, elle m'a percuté.
Elle a mis un temps d'arrêt à me regarder, me relever. Elle s'est appuyée, on était appuyés sur la carrosserie l'un l'autre. Elle m'a regardé, elle a quand même vu ce qu'elle a fait. T'es tombé par terre? Oui, j'ai chuté. La moto, je suis remonté dessus parce qu'elle était en cours roulante. On se touchait, elle et moi. Et puis là, elle avait qu'une idée, c'était fuir. Donc elle a accéléré, elle a poussé encore un peu plus la moto sur la chaussée trempée, parce qu'il pleuvait ce jour-là. Et elle a regagné le périphérique. Ces photos, prises peu de temps après l'accident, viennent corroborer le témoignage du policier. Des preuves qui seront versées au dossier. Si physiquement le gardien de la paix n'a pas été blessé, psychologiquement, le traumatisme est encore très présent. Franchement, je vous cache pas qu'en 10 ans de carrière, c'est la première fois où je me suis senti en insécurité. J'ai eu peur, j'aurais pu mourir, donc voilà. En prenant la fuite, malgré les injonctions des policiers, cette femme a commis un acte très grave aux yeux de la loi. Elle risque 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais la question qui obsède Jean-Marc, c'est pourquoi cette conductrice a-t-elle pris brusquement la fuite? Aurait-elle autre chose à se reprocher? Quand un enquêteur recherche un fuyard, il commence par effectuer de simples recherches administratives pour savoir où il réside. Seulement voilà, dans cette affaire, ce travail a priori tout simple va se révéler extrêmement complexe. Je vais faire des investigations concernant la conductrice et le but c'est de la localiser. Grâce aux auditions des 2 policiers, Jean-Marc possède 2 précieux éléments pour retrouver la fuyarde. Tout d'abord, un nom et un prénom, Françoise Bardin. Une identité que la conductrice a donnée oralement au gardien de la paix. En tapant ce nom dans l'annuaire, l'enquêteur va s'apercevoir qu'il existe plus de 35 Françoise Bardin sur toute la France. Alors pour mettre la main sur la chauffarde, il va les contacter consciencieusement, une à une, et vérifier leur emploi du temps le jour des faits. Oui, bonjour madame. Brigadier de TJDR, Paris 13e. Des dizaines et des dizaines de coups de fil. Un travail de longue haleine qui va durer plusieurs jours. À force de persévérance, Jean-Marc a trouvé un profil intéressant parmi toutes ces femmes. L'une d'entre elles vit en région parisienne et se serait fait voler ses papiers quelques mois plus tôt. Il se pourrait donc que quelqu'un ait usurpé son identité. Donc ça me laisse douter quant à l'identité de la conductrice du véhicule. Cette usurpation d'identité est une première piste pour l'enquêteur. Alors il a demandé à cette Françoise Bardin de lui envoyer une copie de sa nouvelle carte d'identité. Ainsi, il dispose de sa photo. Mais le visage sur cette photo, les 2 policiers à scooter ne le reconnaîtront pas. Méthodique, l'enquêteur va donc suivre une autre piste pour remonter jusqu'à la conductrice en fuite, celle de la plaque d'immatriculation. Heureusement, les collègues ont quand même eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Grâce au SIV, un logiciel qui répertorie toutes les plaques des voitures immatriculées en France, l'enquêteur espère bien obtenir le nom de sa propriétaire. Là, on va voir si la plaque correspond au véhicule. Donc, Mercedes classe B, ouais. Donc, par contre, au niveau de l'identité, le véhicule appartient à un certain... né en 1941. Surprise! Le propriétaire de la voiture n'est pas une femme, mais un homme de plus de 70 ans, prénommé François. Et en continuant ses recherches, Jean-Marc va s'apercevoir qu'il est décédé 2 ans plus tôt. Alors pour retrouver la conductrice de cette voiture, qui semble prête à tout pour éviter la police, l'enquêteur va faire appel à son instinct et tout simplement regarder si ce nom de famille n'est pas déjà connu de ses services. Peut-être que la chauffarde se cache dans l'entourage du propriétaire. Je vais aller faire un tour sur le fichier Canonge. Je vais juste rentrer le nom de famille du propriétaire du véhicule et je vais mentionner sur ce fichier que je recherche une femme. En un clic, Jean-Marc se retrouve face à 5 portraits. 5 femmes portant toutes le même nom de famille et connues de la police.
L'enquêteur va maintenant consulter leur état civil pour savoir si l'une d'entre elles aurait un père qui s'appelle François. Et au bout de quelques minutes de recherche, l'intuition de Jean-Marc va s'avérer payante. J'ai une photo de femme qui s'appelle et au niveau de l'affiliation, le père est. Donc il y a 95% pour que cette femme soit la fille du propriétaire du véhicule. Coup de chance, cette femme brune au visage grave serait donc la fille du propriétaire. Alors maintenant, Jean-Marc va s'intéresser à ses antécédents judiciaires, afin de savoir si son profil pourrait correspondre à celui de la fuyarde qu'il recherche. Elle est connue pour conduite sous l'empire d'état alcoolique, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, falsification et usage de documents administratifs, violence volontaire avec arme par destination. Donc oui, elle est très connue des services de police. Elle a déjà été déférée 2 fois. Un palmarès impressionnant, qui ne fait que renforcer les soupçons de Jean-Marc. Ces derniers doutes disparaîtront quelques heures plus tard avec l'identification formelle de cette femme par les 2 policiers à scooter. Incroyable donc, l'enquêteur vient de retrouver la conductrice qui a délibérément percuté un fonctionnaire de police. Reste maintenant à la localiser. Grâce au système national des permis de conduire, il a déjà une adresse où chercher. Elle demeure au 11 bis, rue à 92. Mais vous allez voir que retrouver une personne peut s'avérer beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Jean-Marc va découvrir petit à petit qu'il a face à lui quelqu'un d'imprévisible, d'insaisissable même, de quoi déstabiliser l'enquêteur le plus expérimenté. Après avoir obtenu l'adresse de la suspecte, en bon policier, Jean-Marc va désormais vérifier l'information. Et ce matin, il est déjà en route. Sa direction, la ville de dans les Hauts-de-Seine. La femme qu'il recherche pour délit de fuite habiterait en région parisienne, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où elle s'est faite contrôler. Je vais me garer à proximité. Je vais aller faire un tour, voir s'il y a un nom sur une boîte aux lettres. Voir si le véhicule est présent. Dans cette banlieue de la capitale, des maisons cossues, des jardins, bref, un quartier tranquille. Et au détour d'un virage, voici le 11 bis, l'adresse qui intéresse Jean-Marc. Par précaution, l'enquêteur va se garer un peu plus loin. Jean-Marc doit se montrer discret, car il ne sait pas si la conductrice habite encore ici. Alors, dans un premier temps, il effectue un petit repérage des lieux. Mais à première vue, tout est calme. La petite maison au fond de cette cour semble être inoccupée. Bon, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de véhicule. Donc je fais une petite enquête de voisinage et puis j'espère que ça s'avérera positif. Pendant de longues minutes, Jean-Marc va sonner à chaque porte. Observer chaque maison, dans l'espoir de recueillir enfin un témoignage intéressant. Mais en pleine journée, beaucoup de voisins sont partis travailler. Bonjour monsieur, vous êtes du quartier? Non. Non du tout. Merci. Et les quelques personnes qu'il croise ne lui apprennent rien. Bonjour. Police nationale. Bonjour. Je veux savoir si vous connaissez les personnes qui vivent au 11 bis. Pas du tout. Moi, ça fait un mois que je suis ici. Ça fait un mois? Ouais, je viens d'arriver. Mais l'enquêteur ne compte pas repartir avant d'avoir obtenu des informations sur la propriétaire du 11 bis. Alors, il continue son porte-à-porte. Bonjour. Et au bout de 2 heures, sa persévérance finit par payer. Je rassurez-vous, juste une enquête de voisinage. Je voulais savoir si vous connaissiez vos voisins qui vivent au 11 bis. 11 bis, oui. Vous savez, c'est qui vit là? C'est... je connais pas... une famille. C'est une dame? Oui, c'est une dame. La jeune femme semble intimidée par le policier.
et ne se souvient pas exactement du nom de sa voisine. Alors Jean-Marc va lui souffler celui de la conductrice qu'il recherche pour voir sa réaction. Madame... C'est ça. C'est ça? Elle vit ici? Oui. C'est un point positif pour Jean-Marc. Il s'agirait bien de la bonne personne. Alors il va continuer son interrogatoire pour tenter d'en savoir plus. D'accord. Vous savez si cette dame travaille? Je sais pas. Enfin, je crois pas qu'elle soit là la journée. Oui, je pense que... Enfin, par rapport aux heures où elle sort et elle rentre, je pense qu'elle travaille, mais je sais pas. D'accord. Vers quelle heure elle sort à peu près? Enfin, le matin, je sais pas, mais elle rentre vers 19h. Vers 19h. D'accord. La voisine confirme donc le nom de la femme et surtout qu'elle habite bien ici. Ces deux informations confortent Jean-Marc dans son idée. Bien sûr, c'est le seul témoignage dont il dispose, mais pour l'enquêteur, il est suffisant pour lancer les opérations. C'est plutôt satisfaisant. Donc au moins elle est logée. Je pourrais mettre en place assez rapidement l'intervention. D'autant que c'est un quartier calme, donc ça va beaucoup me faciliter la tâche. Maintenant, reste à prouver que c'est elle. Hein. Pour le savoir, Jean-Marc va devoir interpeller la suspecte à son domicile. Mais pour cela, il doit solliciter l'autorisation du procureur de la République. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, brigadier unité de traitement judiciaire des délits routiers, Paris 13e. Alors, je vais vous parler d'un dossier en préliminaire de refus d'obtempérer aggravé d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui, de violence volontaire avec arme par destination, usurpation d'identité et conduite malgré une suspension de permis de conduire. D'accord, et c'est pour le 78, c'est ça? Voilà, tout à fait. Un 78, dans le jargon judiciaire, c'est un ordre à comparaître. Cet ordre permettrait à Jean-Marc d'aller chercher la conductrice chez elle plutôt que de la convoquer. Alors l'enquêteur va devoir détailler toute l'histoire pour convaincre le procureur. Les collègues arrivent à la rattraper et là elle fait une manœuvre délibérée et bifurque sur le policier en lui fonçant délibérément dessus. Ah, il y a eu contact. Ah oui, il y a eu choc. Il y a eu choc. Voilà, il y a violence volontaire avec arme par destination, tout à fait. Bah, de toute façon, vu le comportement qu'elle a eu en effet, ça suffit à justifier un 78. En effet, elle n'a pas l'intention de s'expliquer sur les faits. Pour le magistrat, pas question de prendre le risque de convoquer la conductrice. Elle pourrait, une nouvelle fois encore, échapper à la police. Bah, je vous remercie, monsieur. Bonne soirée. Jean-Marc vient d'obtenir le feu vert du parquet. Avec cette interpellation, il espère enfin découvrir pourquoi cette dangereuse conductrice a tenté, par tous les moyens, d'échapper aux forces de police. Mais vous allez le voir, cette opération risquée ne va pas du tout se passer comme prévu. 2 jours plus tard, dans les bureaux de l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Il fait encore nuit, mais Jean-Marc est déjà à pied d'œuvre. Pour interpeller la conductrice qui a délibérément percuté un policier à scooter, l'enquêteur a demandé des renforts. 2 hommes et une femme rompus à ce genre d'exercice. Mais comme la fugitive a un casier judiciaire bien chargé et qu'elle semble totalement imprévisible, Jean-Marc tient à mettre en garde ses collègues. Ok. Cette dame, elle est archi connue pour des violences. Donc, apparemment, elle peut être calme et puis péter un plomb d'une seconde à l'autre. Donc, on va rester vigilant. C'est quoi, c'est une maison? C'est un pavillon, c'est un pavillon. Jean-Marc a plutôt l'habitude de ce genre d'intervention. Mais ce matin, il est un peu tendu, car il sait qu'il n'est jamais à l'abri d'un imprévu. N'importe quelle interpellation, il faut toujours rester vigilant. Pas se mettre dans la routine en disant « Oh là là, c'est cool, ça va bien se passer ». Parce que c'est comme ça que les incidents arrivent. Il est 6 h du matin, l'heure légale pour intervenir. Dans le quartier de la suspecte, tout est calme. L'équipe de Jean-Marc est prête, mais très vite, il doit faire face à un petit contretemps. Ah, ok, c'est ça. Le portail est fermé. Impossible d'accéder à la maison. Il pourrait l'enfoncer, mais pour conserver l'effet de surprise, les policiers préfèrent rentrer sans faire de bruit. On va essayer d'entrer. Alors, Jean-Marc préfère passer par-dessus la grille.
Yes. Voilà. Une fois le portail ouvert, les policiers pénètrent dans le jardin. Dans la maison, toujours aucune lumière. Tout le monde semble dormir encore. Pas de réponse pour l'instant. Alors, par précaution, un des policiers part se poster à l'arrière de la maison. Aucune fuite possible. Mais finalement, quelques secondes plus tard, une femme ensommeillée apparaît à la porte. Vous êtes qui? Police nationale, madame. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes madame... Non. Ici, c'est... La femme que Jean-Marc a en face de lui porte un nom qui ressemble à celui de la suspecte. Dehors, il fait encore nuit noire, alors l'enquêteur va rentrer à l'intérieur pour contrôler son identité. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, madame? Pour Jean-Marc, plus aucun doute possible. Le visage de cette dame n'a rien à voir avec celui de la femme qu'il recherche. Mais il reste méfiant. On va ça quand même s'assurer qu'il n'y ait personne d'autre ici, madame. À cet instant, Jean-Marc n'écarte aucune piste. La fuyarde pourrait très bien être hébergée ici. Alors ses collègues vont inspecter le pavillon avec la femme. Mais après quelques minutes, la fouille de la maison ne donne rien. Jean-Marc doit se rendre à l'évidence. La conductrice n'habite pas là. Il y a eu méprise. La voisine s'est trompée. Elle a probablement confondu les noms. Mais pourquoi la suspecte connaissait-elle cette adresse? Madame qui, alors, vous dites? Ça vous parle pas du tout. Si, ça me dit quelque chose. Et c'est une femme qui a 2 enfants. En fait, c'est comme ça que je l'ai connue. D'accord. Je me suis occupé de ses enfants et puis c'était une fille qui était spéciale. Hein. La chauffarde n'avait donc pas donné cette adresse par hasard. Cette dame a été son employée, la nounou de ses 2 enfants pendant plusieurs mois. Pour les policiers, c'est donc une information majeure. Quand vous vous occupiez de ces enfants, vous saviez où elle demeurait? En fait, oui, elle a habité à... Enfin, elle m'a fait des tas d'histoires, donc j'ai arrêté de la rencontrer. Elle était violente et dangereuse, donc je lui ai dit que je voulais plus la voir. Après, elle est allée aux États-Unis et elle a été expulsée. D'accord. Pour violence aussi, comme ça. Au fil de la discussion, le profil violent de la suspecte se confirme. Mais c'est une autre information qui va retenir l'attention de Jean-Marc. Et elle travaille, cette dame? Non. Elle travaille? Non, elle travaillait pas. Elle travaille pas. Elle vivait seule avec ses enfants? Oui. Elle a jamais travaillé. C'est une fille qui zonait un peu. Une fille qui vivait de... Voilà. Jean-Marc commence à cerner un peu plus le profil de la chauffarde. Derrière ce délit de fuite se cacherait une histoire de famille. Vous connaissez le nom de ces enfants? Peut-être... C'était et la fille, c'était... 2 prénoms qui ouvrent de nouvelles perspectives à l'enquêteur, mais Jean-Marc est loin de se douter de ce qu'il attend. Entre violence, secret et tabou, le policier va se retrouver projeté au milieu d'un drame familial où le silence règne en maître. 1 heure plus tard, à l'unité des délits routiers, Jean-Marc cherche à vérifier l'information donnée par la dame concernant la suspecte. Pour savoir si elle a bel et bien 2 enfants, il va faire appel à un organisme public, très utile aux enquêteurs, car il regorge de données sur chacun d'entre nous. Donc là, moi, mon but, c'est de faire une réquisition auprès de la caisse d'allocation familiale pour avoir des informations là concernant déjà elle. Revenus, adresse, situation familiale. Avec cette réquisition, Jean-Marc espère obtenir de nouveaux indices pour remonter jusqu'à la chauffarde. Une femme dangereuse qui court depuis bien trop longtemps. Quelques heures plus tard, l'enquêteur a déjà obtenu une réponse très intéressante, riche d'enseignements. Donc j'ai obtenu les informations de la caisse d'allocation familiale concernant la conductrice. Elle aurait 2 enfants
donc qui porte le nom du père. Ça confirmait bien ce que disait la dame chez qui on avait été pour tenter d'interpeller la conductrice. Grâce à ce document, le policier dispose désormais des 2 adresses des enfants de la suspecte, mais aussi d'un numéro de téléphone, des éléments précieux pour poursuivre son enquête. Mais ce qui l'intéresse, pour l'heure, c'est l'adresse que la femme recherchée a donnée à la CAF. 70 en 11e arrondissement. La conductrice habiterait donc à cette adresse, une information que l'enquêteur tient à vérifier. En quelques clics sur Internet, Jean-Marc découvre qu'il s'agit d'un foyer social, un endroit qui pourrait correspondre au profil de la fuyarde qui est sans ressources. Alors le policier décide de se rendre sur place en personne, car pour lui, il y a urgence. Depuis le début de ses antécédents judiciaires, on s'aperçoit qu'elle monte en puissance. Donc je pense qu'il serait pas mal, c'est aller mettre la main dessus le plus rapidement possible. Après une demi-heure de route, Jean-Marc arrive au foyer, un petit bâtiment situé au fond d'une cour. Une fois à l'intérieur, nous filmons en caméra cachée pour ne pas gêner l'enquêteur. Rapidement, cette responsable le reçoit. Il y a une dame qui a eu une adresse chez vous, ou qui a peut-être encore une adresse chez vous, qui a commis des violences sur policiers et des délits qui auraient pu occasionner de graves blessures à des piétons. Si vous avez des informations sur cette dame. La travailleuse sociale hésite à répondre. Alors Jean-Marc lui présente une photo de la fugitive en espérant raviver ses souvenirs. Mais encore une fois pour l'enquêteur, c'est moins évident qu'il ne l'espérait. Et pour cause, le témoin ne se souvient de rien. Là, ne me dit absolument rien. Mais ici, on fait les domiciliations administratives pour que des gens puissent ouvrir leurs droits, en fin de compte. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de domicile, en fait, sur Paris. Et en fait, les domiciliations administratives ont été faites pour ça. Une simple boîte postale. La fugitive n'aurait donc jamais vécu ici. Une fois de plus, elle a donné une adresse qui ne permet pas à la police de localiser cette femme insaisissable. Au revoir. Décidément, cette chauffarde se montre particulièrement inventive. Elle multiplie les fausses pistes et complique la tâche des policiers. Pour l'attraper, Jean-Marc compte maintenant se rapprocher de ses enfants. L'enquêteur l'ignore, mais il va découvrir un passé douloureux et un clan familial avec des liens pour le moins surprenants. Le lendemain matin, à Paris, Jean-Marc s'apprête à jouer son va-tout. Il va téléphoner directement à la fille de la suspecte. Son numéro, il l'a obtenu par la caisse d'allocation familiale. À cet instant, il ne connaît rien des liens qui unissent encore cette femme à sa mère en cavale. Oui, bonjour mademoiselle. C'est le brigadier de l'unité de traitement judiciaire des délits routiers, Paris 13e. Voilà, les délits routiers à Paris 13e. Oui, d'accord, bonjour. Pour ne pas effrayer la jeune femme, Jean-Marc va lui expliquer posément la situation. Je vous appelle, c'est concernant votre maman. Ouais. Donc, elle a fait l'objet d'un contrôle routier. Oui. Quand elle s'est fait contrôler, bon, elle s'est arrêtée, tout était calme. Elle a déclaré une identité verbale, donc elle a déclaré une fausse identité. Ok. Le problème, c'est qu'au moment où les policiers ont voulu la verbaliser pour un défaut de contrôle technique, elle a pris la fuite et dans sa fuite, elle a failli renverser des piétons, elle a percuté un policier. Bon, je vous rassure, le policier n'est pas blessé, c'est que du matériel, mais il y a quand même des violences volontaires. Jean-Marc aimerait que la jeune femme l'aide dans cette affaire, mais il sait aussi que son coup de fil pourrait la braquer. Alors, il avance prudemment. Il faut que je mette la main sur votre maman, dans le sens où là, elle arrive à un point où elle commence à devenir dangereuse non seulement pour elle-même. Oui, mais je vous rassure que c'est pas elle commence à devenir dangereuse, c'est elle a toujours été. Étonnamment, la jeune femme semble se méfier de sa propre mère. Au lieu de prendre sa défense, elle confirme à l'enquêteur que c'est une personne imprévisible. Alors, Jean-Marc va aller droit au but.
Est-ce que vous avez gardé des contacts avec votre maman? Alors, moi j'ai coupé les ponts il y a très longtemps. Elle n'est pas censée savoir où j'habite parce que je n'ai jamais dit. D'accord. Depuis que j'ai déménagé. C'est une personne que je ne veux absolument pas dans mon entourage. Mais voilà. Une mère et une fille qui ne se parlent plus. Voilà une nouvelle qui n'arrange pas franchement l'enquêteur. Merci, au revoir. Au revoir. Elle a l'air sincère au téléphone. Ça se complique fortement. Jean-Marc ne perd pas de temps. Pour tenter de retrouver la trace de la fuyarde, il va désormais concentrer toutes ses recherches sur son fils. Car si la fille semble avoir coupé les ponts, le fils aurait pu garder le contact avec sa mère. Cette fois-ci, Jean-Marc n'a pas de numéro de téléphone, mais une adresse. En banlieue parisienne. Après 1 heure de route, Jean-Marc arrive à destination. Son objectif, trouver et interroger le fils de la suspecte. L'adresse correspond à un joli pavillon de banlieue. Après s'être garé à proximité, nous suivons Jean-Marc en caméra cachée. Le policier jette un premier coup d'œil sur la boîte aux lettres pour vérifier. Et par chance, c'est le bon nom. Et il y a justement quelqu'un dans le jardin. C'est la police, madame. C'est une femme âgée qui vient accueillir l'enquêteur. Un peu surpris, Jean-Marc commence son interrogatoire. Je me permets de venir vous voir car je cherche... C'est votre fille? Oui. Donc je suis à sa recherche. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Visiblement, pour la mère de la suspecte, ce n'est pas une surprise de voir débarquer la police. Mais pour Jean-Marc, la question n'est pas là. Sa priorité est de savoir où se trouve la fuyarde. Et sur ce point précis, il va vite déchanter. Je ne veux pas vous renseigner parce que moi je n'ai pas de nouvelles et je ne tiens pas effectivement à en avoir. Vous n'avez plus de nouvelles depuis quand, à peu près? Depuis 20 ans, on ne s'est pas revus. Hein. D'accord. Bon, mais néanmoins, j'ai eu quand même des... On dit, on l'a vu... hein. La mère de la chauffarde aurait donc rompu tout contact avec sa fille. Mais qu'en est-il du reste de la famille? Vos petits-enfants, vous savez s'ils sont toujours en contact avec leur maman? Je pense. À entendre la vieille dame, les enfants seraient donc toujours en contact avec leur mère. Voilà une information à l'exact opposé de la version que la fille a donnée aux policiers. Reste le fils. Et si lui continuait à voir en cachette sa propre mère? Votre petit-fils, il vit avec vous? Non, il y a... Ah, il vit à... D'accord. Le jeune homme aurait déménagé. Comme la mère de la chauffarde se montre très coopérative, l'enquêteur obtient sans difficulté la nouvelle adresse du fils. Est-ce que vous avez les coordonnées de... Une adresse précise. Une nouvelle piste à creuser pour pouvoir remonter jusqu'à la conductrice qu'il recherche. Le policier est sur le point de partir, quand tout à coup il va apprendre une information qui va donner une autre tournure à l'enquête. Car une femme en pull gris surgit. C'est la sœur de la fuyarde et elle souhaite faire des confidences à l'enquêteur. Attendez, monsieur, on va rentrer. Toi, tu restes parce que je préfère parler... Oui, bien sûr. La femme est fébrile. La simple évocation de sa sœur la bouleverse. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'essaye de me protéger vis-à-vis d'elle. Hein. D'accord. Voilà, moi-même, j'ai tellement été perturbé et j'essaie de me sortir de ça. À ce moment précis, la femme va dévoiler un secret de famille, un secret qui concerne sa sœur, un tabou. À l'époque de son adolescence, elle avait été diagnostiquée schizophrène déjà par le médecin de famille. Mes parents n'ont jamais rien fait. Jean-Marc ne s'attendait pas à obtenir une telle révélation. La fuyarde souffrirait d'une maladie mentale, la schizophrénie, ce qui la rendrait instable et expliquerait son comportement imprévisible. Car cette maladie provoque des dédoublements de personnalité, ainsi que la perte régulière de tout contact avec le monde réel. Cela pourrait-il expliquer pourquoi la chauffarde a percuté un policier et pris la fuite sans s'arrêter? Jean-Marc recherche désormais une personne fragile psychologiquement, qui ne se rend pas toujours compte de la gravité de ses actes, capable du pire vis-à-vis d'elle-même, mais aussi des autres.
Il est donc urgent de la localiser. Pour cela, le policier va poursuivre la piste des enfants. Et vous savez si ces enfants sont toujours en contact avec elle? Oui, parce que ma sœur essaye d'avoir certainement de l'influence et de l'impact sur ses enfants. Elle en a beaucoup sur son fils aîné. Pour Jean-Marc, retrouver ce jeune homme devient une priorité absolue. Car il se pourrait que la fugitive soit en fait avec son fils. La fuyarde sans toit ni argent a peut-être trouvé refuge chez lui. Un fils qui réside dans un endroit bien particulier. De retour à l'hôtel de police, Jean-Marc vérifie l'adresse donnée par les proches de la famille. Et là, mauvaise surprise. Le fils résiderait en effet dans un endroit où il est plutôt difficile d'héberger ses parents. Apparemment, c'est un crous, c'est une cité universitaire. Et ça m'arrange pas des masses, ça, parce que si c'est une cité universitaire, je vois mal la mère loger avec son fils. Les logements universitaires sont en effet des chambres réservées aux seuls étudiants, avec des règles strictes, qui interdisent par exemple de loger d'autres personnes. Jean-Marc veut donc vérifier si le jeune homme vit bien dans cette cité U. Il contacte donc la responsable du bâtiment où se trouverait le fils. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler pour avoir un petit renseignement. Parmi vos étudiants, est-ce que vous avez une personne du nom de... Oui, pourquoi? Je suis à la recherche de sa maman qui a commis des délits. Donc moi, je voulais savoir s'il demeurait bien là déjà. Et vous n'hébergez que des étudiants, il n'héberge pas sa maman. On voit très régulièrement sa maman. D'accord. Bon, je vais juste vous demander un service. Vous ne l'informez pas que j'ai téléphoné. Je veux juste mettre en place une surveillance si je vois la maman. Ok, d'accord. D'accord? Donc juste de rester discrète. Ok, d'accord. Je vous remercie, madame. Au revoir. Ah. Dans quelques instants sur D8, l'enquête de Jean-Marc va faire une avancée spectaculaire. Après une traque de plusieurs semaines, l'enquêteur a peut-être découvert la cachette de la dangereuse conductrice qu'il recherche. Elle a pris possession du logement. Apparemment, elle est là, elle se balade, elle va dans les douches. À quelques minutes de l'interpellation, le policier est nerveux car il sait que la femme est schizophrène, une maladie mentale qui la rend imprévisible et instable. C'est pas fermé. Une enquête palpitante qui est bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Parmi vos étudiants, est-ce que vous avez une personne du nom de... Oui, pourquoi? Je suis à la recherche de sa maman qui a commis des délits. Donc moi, je voulais savoir s'il demeurait bien là déjà. Et vous n'hébergez que des étudiants, il n'héberge pas sa maman. On voit très régulièrement sa maman. D'accord. Bon, je vais juste vous demander un service. Vous ne l'informez pas que j'ai téléphoné. Je veux juste mettre en place une surveillance si je vois la maman. Ok, d'accord. D'accord? Donc juste de rester discrète. Ok, d'accord. Je vous remercie, madame. Au revoir. Ah. En un coup de fil, Jean-Marc vient enfin d'obtenir une information cruciale. Selon son interlocutrice, la fugitive viendrait de manière régulière à la cité universitaire. Enfin, une bonne nouvelle. L'étau se resserre autour de la fuyarde. Reste maintenant à Jean-Marc à comprendre à quelle fréquence la fugitive vient à la cité U pour pouvoir l'interpeller. Pour le savoir, le policier n'a guère le choix. Il faut mettre en place une surveillance autour du domicile de l'étudiant dès le lendemain. À 6 h du matin... Bon, c'est cette femme qui m'intéresse. Jean-Marc et Olivier, le chef de groupe, se préparent. Les policiers ont envisagé plusieurs hypothèses. Le fils pourrait héberger en cachette sa mère la nuit à la cité universitaire, ou bien celle-ci pourrait dormir dans le coin en évitant les policiers. Il faut donc agir dès l'aube, vérifier s'il existe le moindre indice de la présence de cette femme en cavale susceptible de prendre la fuite dès le petit matin. Nous filmons en caméra cachée. Je dois faire un tour du quartier, voir si elle ne dort pas dans un coin. Premier objectif pour les enquêteurs. Vérifier que la fameuse voiture de la conductrice qui a percuté le policier n'est pas stationnée ici. Aucune trace du véhicule.
Les enquêteurs vont donc s'intéresser au fils, l'étudiant. S'il fait venir régulièrement sa mère à la Cité U, il y a forcément des témoins qui assistent à ses allées et venues. À commencer par le veilleur de nuit, qui connaît toutes les habitudes et les fréquentations des étudiants de son bâtiment. Ouais, donc vous savez s'il est, s'il est en contact avec sa mère? Honnêtement, il se voit pas, il s'entend vraiment pas avec ça. Justement, sa mère, si elle vient ici, c'est pour me demander des renseignements, si son fils travaille, comment ça se passe au niveau des études, tout ça, si je travaille. Donc moi, je lui donne le nécessaire, le peu que je connais, et voilà, et après, elle s'en va. D'accord. En quelques minutes, les enquêteurs viennent d'obtenir la confirmation que la suspecte passe régulièrement ici. En revanche, selon cet homme, elle n'aurait plus aucun contact avec son fils. Cela surprend les policiers. En général, elle vient, elle me demande si je peux chauffer quelque chose. Là, avec le micro. Ouais. Si j'ai un briquet, cigarette. Comme par magie, elle disparaît comme... Les policiers sont satisfaits. Ils sentent qu'ils progressent dans leurs investigations. Ils savent désormais que leur cible vient régulièrement à la cité universitaire. Reste une inconnue, le logement de cette femme qu'ils traquent. Vous n'avez pas une idée où elle pourrait habiter, cette dame? Je pense qu'elle habite quelque part. J'ai pour elle parler avec elle, elle dort dans sa voiture. Vous pensez? Ouais. Non, c'est pas que je pense, elle dort dans sa voiture. Après un mois de recherche, les policiers viennent de comprendre pourquoi ils ont eu autant de mal à mettre la main sur cette fuyarde. La dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand? La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 semaines. 2 semaines peut-être, je l'ai vu ici. En fait, cette femme, sans domicile fixe, dormirait dans sa voiture. Allez. Bon, merci pour vos renseignements, monsieur. De rien. Merci. Une SDF qui passe à la cité universitaire pour se faire réchauffer ses plats. Pour les policiers, le profil de la chauffarde en cavale se précise. Mais afin de ne rien négliger, les enquêteurs préfèrent auditionner le directeur de la résidence pour savoir s'il est au courant que la femme vient régulièrement dans ses murs. Ils ignorent alors qu'ils vont obtenir beaucoup plus qu'ils n'attendaient. Monsieur, c'est la police nationale. Messieurs, bonjour. Moi, je suis directeur. À peine installés, les policiers vont découvrir une toute autre histoire, de la bouche même du directeur de la cité U, un homme qui connaît très bien la femme en fuite. Le véhicule dans l'enceinte du Crous, alors qu'elle n'a pas le droit. Il y en a qui passaient des choses. Une fois, j'ai demandé de faire un véhicule, je me suis traité tous les noms. La conductrice recherchée serait en fait une habituée des lieux, qui stationnerait illégalement sa voiture dans le parking de la résidence. Mais le meilleur reste à venir. Vous avez constaté sa présence ici? On la constate là dans les parages, sur le parking, la voiture, ça fait au moins 6 mois à peu près, facile. Incroyable! La chauffarde résiderait bel et bien ici, et pas juste pour se faire chauffer des plats au micro-ondes. Là, sa mère a pris possession du logement, on se fait insulter. Elle a pris possession du logement? Apparemment, elle est dans son logement, on pense, parce que nous, on n'arrive pas à assister, mais elle est là, elle se balade, elle va dans les douches, elle prend... Bon, vous pensez qu'elle est dans sa chambre, est-ce que vous avez un pass pour aller dans la chambre? Non, on a un pass des logements. Donc, il y a de grandes chances qu'elle reste dans le logement. Désormais, plus aucun doute possible. Le fils de la conductrice héberge sa mère. Et elle dort peut-être en ce moment même, tranquillement, quelques étages au-dessus de la tête des policiers. Mais il faut faire vite, car au fil de la conversation, Jean-Marc et Olivier vont s'apercevoir que quelqu'un pourrait donner l'alerte, le fameux veilleur de nuit de la Cité U. La personne qui était au PC, mais les culs et chemises avec monsieur. Ouais, on l'a compris. Jean-Marc ne veut donc prendre aucun risque. Si la femme est ici, elle pourrait être prévenue de la présence des policiers par son ami, le veilleur de nuit. Alors, depuis le Crous, sans perdre une seconde, le policier demande en urgence l'autorisation au parquet de se rendre illico presto dans la chambre du fils. Oui, bonjour, brigadier du TJDR Paris 13e. Je vous appelle pour une affaire en préliminaire pour avoir un ordre à comparaître. Cette autorisation est obligatoire pour interpeller une personne. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. À peine 10 minutes plus tard, les renforts venus du commissariat d'à côté sont déjà là.
prête à intervenir. Le directeur ouvre le chemin jusqu'à l'appartement du fils, au 9e étage. Derrière cette porte se trouve peut-être la conductrice insaisissable. C'est pas fermé. Police. Dans cette petite chambre de 12 mètres carrés, il y a bien quelqu'un, mais ce n'est pas la personne recherchée par la police, c'est le fils de la suspecte. Bonjour, fonctionnaire. Vous n'avez pas de nouvelles de votre maman depuis quand? Le jeune homme semble abasourdi. J'ai vu votre mère quand, monsieur? Je n'ai pas vu depuis je ne sais pas quand, je me contacte pas ma mère, j'essaie de rester hors dehors de contact avec elle. Selon le fils, il n'y aurait donc plus aucun lien entre lui et sa mère. Une version en totale contradiction avec les témoignages de la famille de la fuyarde, mais aussi du directeur de la résidence universitaire. Jean-Marc n'a donc pas l'intention de s'en laisser compter. Donc, je suis allé voir votre tante et votre grand-mère. D'après elle, vous êtes toujours en contact, vous et votre sœur, avec votre mère. Alors, je vous explique ce qui se passe. Votre mère, je ne veux pas l'interpeller dans le but de l'interpeller. C'est grave, ce qu'elle a fait. Maintenant, au niveau des violences, ça monte en puissance depuis le temps qu'elle est connue du service de police. Et là, ça devient un véritable danger, non seulement pour elle-même, mais surtout pour les autres. Demain, elle tue quelqu'un. Bon, elle va manger de son côté, mais alors vous êtes les enfants, vous paierez toute votre vie pour elle. Mais l'enquêteur se heurte à un mur. Sa menace ne mène à rien. L'étudiant ne veut rien dire. Alors, Jean-Marc va tenter de le raisonner. Pour lui, coopérer avec la police éviterait à sa mère, malade mentale, de se retrouver une nouvelle fois en danger. J'ai plus trop le choix. D'accord, je suis humain, mais flic aussi. Donc il faut que je fasse mon boulot. C'est bien ça, faut que vous le compreniez. Je comprends. La dernière fois que j'ai pointé ici, ça remonte à un mois, il me semble. Encore, ça c'est comme moi je l'ai vu. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le jeune homme veut-il à tout prix protéger sa mère ou au contraire est-il vraiment sans nouvelles depuis un mois? L'enquêteur ne sait plus trop quoi penser. Alors il va tenter d'obtenir une ultime information. Votre maman, est-ce qu'elle a un téléphone, quelque chose? Peut-être. C'est quand vous avez eu votre maman au téléphone la dernière fois? Ça remonte... je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai essayé de l'appeler il y a un mois. Pour le policier, ce lien entre la mère et un de ses enfants est la seule piste concrète pour espérer interpeller un jour la fuyarde. Mais vous allez le voir, dans des familles en crise, il arrive que la solidarité soit très forte. Donc, est-ce que vous pouvez joindre votre maman, vous? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où la joindre? Je pourrais seulement vous dire si j'ai quelque chose ou pas. Il faut avoir constaté ma soeur. Il y a un dilemme moral ou tout ça. Parce que dans tous les cas, on a notre propre situation de morale et de valeur familiale. Donc même si je savais, je ne sais pas si je pourrais vous le dire. Le jeune homme ne dira rien de plus. Et Jean-Marc ne peut pas faire pression sur lui. Car dans ce genre d'affaires non criminelles, la justice peut certes permettre aux policiers d'interpeller la femme, mais pas de placer en garde à vue son fils, même si ce dernier ne collabore pas. Moi, j'ai été élevé par cette personne. Et jusqu'ici, il n'y a eu aucun mort que je sache. Donc, on sait qu'elle est dangereuse, mais c'est pas une tueuse. Maintenant, je ne dis pas que ça justifie ses actions. Après une demi-heure d'entretien, les policiers mettent fin à la discussion. Bonjour, monsieur. Seul élément nouveau pour eux, le numéro de téléphone du fils, que le jeune homme a bien voulu leur communiquer. Je pense qu'il est en contact avec elle. Je suis persuadé que sa mère a beaucoup d'influence sur lui, malgré ce qu'il veut me faire croire. Il balancera pas sa mère. Désormais, les policiers le savent, ils sont démasqués. Et la conductrice sera sur ses gardes. L'enquêteur se heurte à une solidarité familiale qui semble sans faille. Alors, il va devoir trouver d'autres moyens pour faire avancer son enquête et briser le silence qui
qui entoure toute cette affaire. Jean-Marc pense que la fille de la suspecte ne lui a pas dit toute la vérité. Il va donc la convoquer pour l'interroger en face à face, et cette audition va s'avérer fort utile. Deux jours plus tard, dans les locaux de l'unité de traitement judiciaire des délits routiers, Jean-Marc s'apprête à recevoir la fille de la chauffarde. Il compte beaucoup sur la déposition de cette jeune femme. Il y a quelques jours, elle avait indiqué au téléphone n'avoir plus aucun contact avec sa mère. Mais aujourd'hui, l'enquêteur a de sérieux doutes. Allez-y, rentrez. Je vais vous expliquer. Comme son frère, cette jeune femme pourrait bien chercher à protéger sa mère. Alors Jean-Marc veut la mettre face à ses contradictions, la pousser dans ses derniers retranchements. En gros, je vous ai fait venir pour savoir si vous me mentiez. D'accord, parce que je me fie à tout le monde, je me fie à personne. Je me fie aussi un peu à mon instinct aussi. Depuis quand vous l'avez pas vu, votre maman? Avant août, il me semble. Le contact que j'ai avec elle depuis août ou la dernière fois que je l'ai vue, c'est strictement téléphonique. Après quelques minutes d'audition, la jeune femme est déjà embarrassée. Contrairement à ce qu'elle avait dit au téléphone, elle est toujours en contact avec sa mère. Elle l'a même revue il y a quelques mois. Mais si Jean-Marc veut en apprendre plus, il doit maintenant gagner sa confiance. Donc, comme je vous l'ai expliqué au téléphone, le but, pour moi, c'est de l'interpeller. Certes, la placer en garde à vue, mais dans la foulée, lui faire un examen psychologique. Si vous l'attrapez, j'espère que vous l'attrapez, vraiment, parce que elle devrait aller en prison. Elle devrait se faire soigner. Après, je peux pas vous aider, je sais pas où elle habite. Depuis que vous m'avez appelé, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle pour avoir sa version et pour essayer de la convaincre de se rendre. Elle m'a vu venir à 3 km. Donc, elle ne fait plus confiance. La fille de la chauffarde semble disposée à se confier. Selon elle, elle aurait même essayé de raisonner sa mère. Mais l'espoir de l'enquêteur va être de courte durée. Vous avez son numéro de téléphone? Oui, j'ai son numéro de téléphone. Mais je peux pas vous le dire. Ce numéro de téléphone, c'est un indice majeur pour l'enquêteur. Alors, il va tenter de convaincre la jeune femme de coopérer. Votre maman, si vous voulez l'aider, même si c'est pas l'impression que vous avez, là, le comportement, vous ne l'aidez pas comme ça. On a des rapports très conflictuels. Ceci dit, je vais répondre à vos questions comme je peux, mais... C'est votre maman. Trop, voilà. On a des rapports conflictuels, mais c'est quand même, ça reste ma mère, je suis pas là pour trahir. Une fois de plus, Jean-Marc se retrouve confronté au même problème. Tout comme avec le frère de la jeune femme, il ne peut pas la mettre en garde à vue pour faire pression sur elle. Alors, l'enquêteur va essayer de la prendre par les sentiments. Votre maman n'arrivera jamais à se refaire dans la vie si elle n'est pas suivie. La schizophrénie, il y a des traitements, d'accord. Si elle prend ces traitements, elle pourra peut-être se retrouver une situation professionnelle, une situation personnelle plus stable. Et que là, c'est pas le cas. Là, moi la sensation que j'ai, c'est elle vient vous voir un coup vous, un coup votre frère. Elle sait pas où j'habite. Elle sait pas où vous vivez. La fille de la fugitive campe sur ses positions. Jean-Marc sent que l'audition piétine. Alors, il va tenter de déstabiliser la jeune femme. Une technique d'interrogatoire qui a déjà fait ses preuves par le passé. Votre maman, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas solvable. Si demain, elle crée un accident, il y a une victime,
et qu'il faut payer. Dites pas que c'est nous. Dites pas que c'est nous, c'est pas vrai. À un moment donné, la justice et les victimes, il va falloir trouver l'argent. Et ça, c'est un peu comme des impayés. Vous avez quelqu'un qui n'est plus solvable, il y a des impayés, on va se retourner vers la famille. Vers le mari, pas vers les enfants. Moi, je suis l'enfant. La manœuvre de Jean-Marc n'a pas fonctionné. La jeune femme qui protège sa mère semble très au fait de ses droits et sûre d'elle-même. Je l'imprime. Après 1 heure d'entretien et une signature, c'est donc la fin de l'audition. Décidément, la famille de la suspecte donne du fil à retordre à l'enquêteur. Les 2 enfants font bloc pour protéger leur mère. Jean-Marc semble avoir fait chou blanc. Mais en fait, cet entretien lui ouvre de nouvelles perspectives. Car même si les enfants se taisent, leur téléphone portable, eux, pourraient bien parler. Car selon la fille, la chauffarde aurait bien un numéro de téléphone. Toutes les 2 se seraient même parlé récemment. Et souvenez-vous, le fils de la suspecte avait affirmé, lui aussi, avoir téléphoné à sa mère 1 mois plus tôt. Alors le policier va tenter de mettre à profit ces nouveaux éléments dont il dispose. Donc je vais lancer les réquisitions téléphoniques sur le numéro du fils et le numéro de la fille pour voir quel numéro ils appellent. Grâce aux factures détaillées, les fadettes, Jean-Marc espère bien trouver un numéro récurrent sur les portables des enfants. Peut-être celui de leur maman. Un élément déterminant qui pourrait bien faire basculer l'enquête. Dans cette réquisition, je demande également un bornage. Donc ça me permet de savoir à quelle heure et à quel endroit se trouvait le titulaire de cette ligne au moment de son appel. Et s'il trouve le numéro de la mère, l'enquêteur pourra ainsi la tracer. Mais comme il ne s'agit pas d'une affaire prioritaire, Jean-Marc va devoir attendre plusieurs jours avant de récupérer la liste des numéros appelés par les enfants sur leur téléphone au cours du dernier mois. Alors, en attendant, il va mettre en place un nouveau dispositif de surveillance autour de la résidence universitaire. Pour cette opération délicate, il va demander à Patricia, le major de la section de constatation des infractions routières, de lui prêter main forte. Je voulais savoir si toi, tu avais la possibilité d'envoyer ce week-end des effectifs sur patrouiller, parce qu'apparemment, elle s'y rendrait pas mal le week-end et régulièrement. Ouais. Car même si des policiers sont déjà passés là-bas, il se pourrait tout de même que cette femme sans ressources se soit réfugiée près de chez son fils. Si avec le véhicule, après avec la description, parce que bon, on a quand même assez d'éléments, si dans le secteur on peut essayer de la trouver, on ne sait jamais, ce serait bien, je pense. Une mission que Patricia a décidé de diriger personnellement. Le lendemain matin, dans le 13e arrondissement, nous retrouvons Christophe, le gardien de la paix spécialisé dans les contrôles routiers. Cette fois-ci, il ne va pas traquer les chauffards sur le périphérique parisien, mais il part avec un collègue pour effectuer cette surveillance aux abords du domicile du fils de la suspecte. Ok. Chercher le véhicule, on va s'équiper. Tout ce qu'il faut, et c'est parti. Ces policiers ne s'étant jamais rendus sur place, personne ne connaît leur visage. Ainsi, à bord de cette voiture banalisée, ils passeront inaperçus. Des atouts indispensables pour le succès de cette mission. C'est une personne quand même intelligente. On a beaucoup de mal à la géolocaliser. Donc là, on va un petit peu, je dirais qu'on va mettre un peu des distances. Donc avec le véhicule banalisé, ce sera un petit peu plus adapté. Si on veut faire une petite surveillance. Voilà. Les policiers vont mettre en place un dispositif bien particulier. Ils vont d'abord patrouiller à plusieurs kilomètres autour de la cité universitaire et resserrer peu à peu leur zone de recherche. Leur objectif, repérer le véhicule de la chauffarde dans l'espoir de l'interpeller.
Comme on l'a vu, elle peut être aussi bien violente avec les fonctionnaires de police qu'avec n'importe qui d'autre. Hein. À partir du moment où elle voit qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, elle devient très violente. Pour les aider dans la surveillance de la fugitive, les policiers disposent de 2 éléments cruciaux. Le premier, c'est la plaque d'immatriculation du véhicule. Le second, la photo de la suspecte. Et dès les premières minutes, une voiture fait son apparition dans leur rétroviseur. Il y en a une qui arrive en roulant avec des barres de toit là-haut, là-bas. Dans quelques instants sur D8, vous découvrirez si cette voiture est bien celle de la conductrice insaisissable. C'est une personne quand même intelligente. Je dirais pas folle la guêpe. Mais ce que Jean-Marc et ses collègues ne savent pas, c'est qu'un autre chauffard va bientôt faire parler de lui dans la brigade. Voilà. Parce que là, tu as piqué ma journée, je vais te niquer la tête, tu m'emmènes en garde à vue, j'en ai rien à foutre. Un homme agressif, sans aucun état d'âme. Je vais reconduire. Je vais vous regarder, je me suis fait arrêter 8 fois, je m'en fous. Avec cet homme, vous verrez jusqu'où certains de ces conducteurs irresponsables sont prêts à aller. Chassez-vous, c'est pas tu. Oh, monsieur! Tu pousses pas. Vous lancez Monsieur, vous lancez pas les choses! Pour les aider dans la surveillance de la fugitive, les policiers disposent de 2 éléments cruciaux. Le premier, c'est la plaque d'immatriculation du véhicule. Le second, la photo de la suspecte. Et dès les premières minutes, une voiture fait son apparition dans leur rétroviseur. Il y en a une qui arrive en roulant avec des barres de toit là-haut, là-bas. Le modèle de cette voiture correspond à celui de la conductrice schizophrène. Reste maintenant à vérifier sa plaque. Oh, ça commence par un A. AX. Tout au long de la matinée, les policiers vont scruter la moindre voiture qui pourrait ressembler à celle de la femme recherchée. Et par 2 fois, ils auront l'impression de toucher au but. Ça ressemble à une Mercedes. Ah. Non. Non. Mais au bout de 3 heures de recherche, Patricia décide de lever le dispositif. Je dirais pas folle la guêpe. Elle reviendra plus tard, mais là pour l'instant, elle sait qu'il y a un petit peu comme une toile d'araignée, si on peut dire ça. Ici en tout cas. Après plusieurs semaines d'investigation, la conductrice qui a volontairement foncé sur un fonctionnaire de police reste toujours introuvable. Sans revenu, ni domicile, cette femme est en fait une anonyme parmi des millions de gens qui circulent en région parisienne. Malgré toute sa volonté, Jean-Marc n'arrive pas à mettre la main sur elle. Tous ses espoirs reposent donc maintenant sur les factures détaillées des téléphones de ses 2 enfants. Quelques jours plus tard, l'enquêteur reçoit enfin les réponses qu'il attendait des opérateurs téléphoniques. C'est des réquisitions qui partent du jour de la commission d'infraction, donc du 22 octobre. La chauffarde qu'il recherche n'a pas d'adresse fixe et ses enfants semblent la protéger. Dans ces conditions, la seule solution pour remonter jusqu'à elle, c'est de la localiser à travers son téléphone portable, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Alors Jean-Marc va examiner attentivement les factures détaillées des téléphones des 2 enfants. Un travail qui s'annonce fastidieux, car il y a beaucoup de numéros. Par exemple, pour la fille, elle a, entre le 22 octobre et le 26 novembre, elle a téléphoné ou reçu des coups de fil 252 fois. Et le fils, lui, c'est énorme. Il y a 7063 coups de fil émis ou reçus. Pendant de longues heures, l'enquêteur va éplucher cette liste interminable et chercher un numéro commun entre ces 2 factures. Peut-être celui de la fugitive, qui est toujours en contact avec ses enfants. Mais malheureusement... J'ai décelé aucun numéro de téléphone apparaissant sur les 2 factures
qui pourrait me permettre d'orienter mon enquête. Aucun numéro commun. Cela signifie qu'elle doit probablement utiliser des cartes prépayées et changer régulièrement de numéro. Impossible donc de la retrouver sur ses factures. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire une réquisition par numéro, c'est juste impossible. Ou alors, il faudrait effectuer des recherches sur l'identité de toutes les personnes appelées par le frère et la sœur. Or, il y en a plusieurs centaines. La tâche serait colossale et extrêmement onéreuse. Là, je vais appeler le procureur. Alors, c'est désormais à la justice de décider de la suite de l'enquête. J'ai appris que, que la mise en cause avait 2 enfants. Donc je suis rentré au service. J'ai fait une réquisition auprès de la caisse d'allocation familiale. L'enquêteur récapitule, point par point, toute l'affaire à la magistrate. Les enfants me confirment que leur maman elle est schizophrène. Après avoir écouté l'ensemble des faits, la procureure va prendre sa décision. Pour cela, elle doit tenir compte de la dangerosité de la fugitive, mais aussi de sa maladie. Il y a intérêt qu'on soit en 122. Oui. Et si on doit finir en 122, au moins ce sera l'occasion de basculer sur une procédure administrative, à mon sens, pour un internement. Un suivi à chaud. Ah ouais. Ouais. Dans un premier temps, au moins, le temps qu'elle soit stabilisée ensuite par médicament, le cas échéant, mais enfin, outre les mesures de sûreté, quoi. Pour la procureure, la santé de cette femme est prioritaire. Elle doit avant tout être soignée. Mais l'enquêteur ne compte pas lâcher l'affaire pour autant. Je voulais savoir si on pouvait faire un mandat de recherche concernant celle-là. C'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, il faut y aller. Hein. Ouais, c'est la façon la plus sûre. Au moins, si un jour elle doit être contrôlée d'une manière ou d'une autre. Jean-Marc obtient un mandat de recherche. C'est-à-dire que le portrait de cette mère de famille en cavale va tourner dans tous les commissariats. Et si la femme se fait contrôler par la police, l'enquêteur sera immédiatement tenu au courant. Pour le policier, c'est la seule option qui permet de ne pas abandonner les poursuites. C'est noté, on fait le nécessaire. Je vous remercie. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Pour Jean-Marc, c'est tout de même une déception. C'est le but du mandat de recherche. On attend. C'est un peu comme à la pêche, on attend que ça morde. Mais à ce moment-là, je serai là, quoi. Une ténacité qui, vous le verrez, va finir par payer quelques semaines plus tard avec un petit coup de pouce du destin. Mais pour l'heure, de nouveaux dossiers attendent Jean-Marc sur son bureau. Il faut dire que des contrôles routiers qui tournent mal, les policiers de cette unité spéciale y sont confrontés de plus en plus souvent. Et parfois, un simple contrôle de routine peut permettre de démasquer de dangereux chauffards. À 2 pas des Champs-Élysées, sur la place de la Concorde, nous rejoignons Christophe sur le terrain. Avec sa collègue Sonia, il guette la moindre infraction. On va voir les personnes qui débouchent de la rue de Rivoli. On va regarder s'il n'y a pas d'infraction. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard par les policiers. Cette artère est l'une des plus fréquentées de la capitale et le flot de voitures est incessant. La mission de Christophe, prendre en flagrant délit les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Pour ne pas éveiller les soupçons, il se déplace aujourd'hui dans une voiture banalisée. Au bout de quelques minutes, cette voiture rouge fait son apparition. Les policiers vont la suivre. Là, il y a un téléphone portable, la camionnette rouge, qui devrait sûrement y être encore. Voilà. On va se mettre sur le côté, monsieur, merci. Pour avoir téléphoné au volant, cet homme risque une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Bonjour monsieur, police routière. Je sais que je suis en faute. Ah bah oui. Et en contrôlant les papiers du véhicule, Christophe va s'apercevoir que l'homme a déjà été arrêté quelques jours plus tôt. Alors, le contrôle technique, il n'a toujours pas été fait? Non, il fallait le faire stop. D'accord. Bah, l'ennui, c'est fallait le faire dans les plus brefs délais, hein, monsieur. C'est pas... Ouais, mais ça, c'est l'autre jour. Et Oui. J'ai pas roulé avec la voiture, qu'aujourd'hui, je roule avec. Ah bah oui, comme par hasard. Le contrôle technique de ce véhicule n'était plus valable et l'homme devait l'effectuer dans un délai de 7 jours.
Mais ce délai est dépassé, il est donc hors la loi. Donc là, vous l'avez toujours pas fait. Donc, votre véhicule va être bloqué sur place. Hein. L'automobiliste a compris qu'il ne repartirait pas. En une fraction de seconde, il change d'attitude. Monsieur ? Regarde la voiture, j'ai dit que regarde la voiture. Non, parce que je parle gentiment, d'accord. parce que je sais pas... Ouais, me parlez gentiment. Ben, moi, je parle gentil. Moi, je vous parle gentiment, monsieur, aussi. Donc, déjà, vous énervez pas. Vous énervez pas, monsieur ? Voilà. Parce que là, tu vas me niquer ma journée, je vais te niquer la tienne. Tu m'emmènes en garde à vue, je n'ai rien à foutre. Vous modérez vos propos, d'accord ? Ok, je suis pas votre pote, monsieur, hein. L'individu se montre de plus en plus agressif à l'égard de Christophe. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de la situation. Alors, pendant qu'il effectue un test de dépistage aux stupéfiants, les policiers tentent de le raisonner. S'il y a des mesures de restriction sur un véhicule par rapport à un contrôle technique, c'est qu'il y a des raisons. Il arrive quelque chose avec le véhicule, là, vous renversez quelqu'un, vous avez un accident ou un accouchage. Non, mais vous n'êtes pas assuré, monsieur. Donc vous assumerez rien du tout, monsieur. Vous n'êtes plus assuré, monsieur. Non, monsieur, il n'y a pas de contrôle technique, vous n'êtes pas assuré. Le contrôle technique de cette fourgonnette n'est pas à jour, comme un véhicule sur 5 en France. En cas d'accident, la compagnie d'assurance de cet homme pourrait invalider son contrat automobile. Un oubli aux conséquences lourdes, car entre l'arrivée des secours, l'hospitalisation et les dégâts matériels, un accident corporel coûte en moyenne près de 150 000 €. Si le test aux stupéfiants s'est révélé négatif, l'homme continue pourtant à s'énerver. C'est des chiens de l'État. Et là, j'ai rien à perdre, je te le dis. Et c'est toi qui vas manger. Je te le dis, j'ai rien à perdre. Je peux manger quoi, monsieur? Pas de contrôle technique, un comportement familier voire menaçant. La liste des infractions s'allonge. Et les policiers vont vite se rendre compte qu'il y a beaucoup plus grave. Oui, ce serait pour soumettre à un CNPC-FPR. En interrogeant les fichiers de la police, Christophe va comprendre pourquoi l'homme est si nerveux. Monsieur, et c'est ouvert. Votre permis aussi, il n'y a pas un petit souci? Pas un petit souci par rapport à votre permis? J'ai pas de souci avec mon permis. Ben, je vous demande, monsieur. Pourquoi il y a encore un souci avec mon permis? Le conducteur semble totalement irresponsable. Arrêté avec un téléphone à la main, sans contrôle technique et avec un permis non valable, sans parler de son comportement. Mais je l'ai le permis, si j'aurais pas le permis, je me serais pas arrêté, petit con. Oh monsieur, vous baissez d'un ton. Oh! Si l'homme ne se calme pas, il risque d'allonger encore la liste de ses infractions. Car pour outrage à agent, il encourt une amende de 7 500 € et 6 mois d'emprisonnement. Devant cette agressivité, Christophe préfère demander du renfort pour le conduire à l'hôtel de police. Donc monsieur, votre permis, on va aller vérifier au service. Donc sa validité ou pas. Comme vous allez monter dans notre véhicule de police, je vais vous laisser mettre ce que vous avez dans vos poches ici. On va faire une palpation. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l'homme va devoir s'expliquer devant un officier de police judiciaire. Quant à sa voiture, elle sera placée en fourrière. Direction le 13e arrondissement, à l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Attention à la tête. L'homme arrêté place de la Concorde va devoir expliquer pourquoi il roulait alors qu'il a perdu tous les points de son permis. C'est un officier de police judiciaire qui va recueillir sa déposition. Asseyez-vous là. Bonjour, asseyez-vous. Alors, il y a un souci avec votre permis de conduire. Depuis le 26/07/2013, il n'y a plus de points sur le permis. D'accord, vous avez reçu un courrier en recommandé que vous n'êtes pas allé récupérer à la poste. C'est pas possible, j'ai rien récupéré. Ni chez C'est ma pour ça mère, que je ni vous chez dis, il y a un avis de passage. Si je vous dis, je l'ai pas reçu. Si vous l'aviez pas reçu, ce serait mentionné. L'homme affirme ne pas avoir reçu de courrier. Une nouvelle fois, il va se présenter comme une victime. Moi, en attendant, c'est marqué avis de passage. Là, mais en plus, c'est la façon comment vous parlez, t'es direct, je mens et tout. Bon, mettez-moi les amendes là, je vais pas les recevoir là-bas. Bon, alors s'il vous J'ai plaît, pas reçu déjà, ça. vous allez baisser d'un ton. Mais non, parce que là, vous n'avez pas le permis et vous me dites, j'ai pas le permis. De toute façon, vous allez me revoir. C'est bon, c'est bon. De toute façon, vous allez On me vous revoir. notifie. D'accord, il y a J'ai pas le permis, pourquoi? T'es quel point? Comment ça fait? J'ai eu des amendes quand? J'ai eu des amendes quand? Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner une copie. À partir de cet instant, le permis du conducteur est confisqué et sera détenu en préfecture. L'homme ne pourra le récupérer que dans 6 mois, après avoir repassé le code. Une nouvelle qui n'a pas vraiment l'air de l'émouvoir.
Je vais conduire. Eh bien, vous conduisez. Si vous voulez conduire sans permis, faites-le. Quand on sait que c'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Si vous regardez, je me suis fait arrêter 8 fois, je m'en fous. Ok, ça marche. Devant l'officier de police judiciaire, l'homme se vante ouvertement d'être un chauffard qui ne respecte aucune règle, alors le ton monte rapidement. Je ne savais pas, si j'aurais le permis, je ne me serais pas arrêté. Regardez mes anciennement, non mais c'était comme moi à part. Un me prend pour qui, tu prends déjà c'est vous, c'est pas tu. Oh monsieur, vous lancez pas les choses. Quelques minutes plus tard, les policiers finissent par apaiser le conducteur. L'homme a enfin compris qu'il n'aurait pas le dernier mot. Prenez la carte d'identité, votre permis, prenez tout. Après la notification de l'annulation de son permis, l'homme repart. Il s'en sort à bon compte. Les policiers n'ont pas retenu l'outrage à agent. En revanche, il a l'interdiction formelle de conduire pendant 6 mois. S'il ne respecte pas cette décision et qu'il est encore arrêté au volant d'une voiture, il risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Un mois et demi plus tard, à l'unité de traitement judiciaire des délais routiers, Jean-Marc s'apprête à mener l'audition qu'il attend depuis plusieurs semaines. J'ai reçu un coup de fil des collègues du commissariat de Saint-Denis qui m'ont informé qu'ils avaient interpellé Madame. Ce nom, c'est celui de la chauffarde qui avait délibérément percuté un fonctionnaire de police et pris la fuite. Après de longues semaines de traque, la conductrice a été finalement interpellée grâce à sa plaque d'immatriculation et un outil précieux, le LAPI. Cette caméra sophistiquée qui filme en continu la route est capable de lire en temps réel des dizaines d'immatriculations. Dans la mémoire de cet appareil sont stockées toutes les plaques recherchées par les forces de l'ordre. Si un véhicule déclaré volé ou placé sous surveillance passe dans le champ de la caméra, une alarme se déclenche. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé il y a quelques heures avec le véhicule de la suspecte. Tout ce que j'ai pu faire jusque-là, ça n'a pas été vain, parce que je l'ai quand même inscrit au fichier des personnes recherchées, son véhicule au fichier des véhicules volés. Et les collègues, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont interpellé cette personne, ils ont effectué les recherches et ont vu qu'elle était recherchée par moi, en l'occurrence. Donc c'est très bien, on va pouvoir boucler l'affaire d'ici quelques heures. Pour Jean-Marc, c'est un peu inespéré. Les délits de fuite sont des dossiers difficiles à résoudre et cette enquête dure depuis plus de 3 mois. Si le policier compte enfin obtenir des réponses, il sait que l'audition qui l'attend risque d'être difficile. Car souvenez-vous, lors de son enquête, Jean-Marc avait appris par la sœur de la chauffarde que cette dernière avait été diagnostiquée schizophrène à l'adolescence. Une maladie mentale qui pourrait permettre à la conductrice d'être jugée pénalement irresponsable. Mais encore faut-il le prouver, car à ce jour, aucun dossier médical ne permet de l'attester. Pour Jean-Marc, la partie s'annonce serrée. Disons que cette dame, pour moi, même si je ne suis pas médecin, elle n'est pas nette, mais elle est loin d'être une imbécile. C'est quand même quelqu'un qui refuse carrément le système dans lequel elle vit. Mon but, c'est de ne pas rentrer dans son jeu, parce qu'elle va certainement vouloir chercher à me provoquer. C'est pas une novice, elle est connue des services. 1 heure plus tard, la chauffarde fait enfin son apparition, accompagnée de Jean-Marc. La conductrice semble fatiguée par ses nombreuses semaines d'errance et s'aide de béquilles pour se déplacer. Une femme d'apparence ordinaire qui a pourtant failli commettre l'irréparable en percutant un policier à scooter. Après lui avoir notifié ses droits, l'enquêteur va maintenant chercher à savoir qui se trouve en face de lui, en s'intéressant notamment au profil psychologique de la chauffarde. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement? J'ai l'air tremblante. Mais est-ce que ça altère votre discernement? Depuis 1 an et demi, ouais. Après quelques minutes d'audition, la femme craque devant l'enquêteur. Selon elle, son comportement violent serait dû à d'intenses douleurs dans son corps. Des douleurs insoutenables
qui l'aurait quasiment coupé du monde. J'ai attendu tout ce temps pour continuer à survivre. Et en me cachant dans des endroits dangereux. Je vois plus mes enfants parce qu'ils me voient marcher comme un pingouin en traînant les pieds. Et tout le monde me voit avec cette tête que j'ai là. Enfin, ça reste vos enfants. J'ai tellement entendu de trucs, tant par les flics que par d'autres personnes. En fait, je passe pour une clodo pour tout le monde. La fuyarde semble à bout de nerfs. Abattue, elle montre une image bien loin de celle d'une femme dangereuse et inconsciente des risques encourus. Là, vous allez descendre, ensuite mes collègues vont vous emmener. Alors, avant d'aller plus loin, Jean-Marc préfère arrêter l'audition pour que la femme soit d'abord examinée par un médecin. Son objectif, savoir si oui ou non, cette conductrice est responsable de ses actes. Cette femme m'est apparue faible, tant physiquement que moralement. Je vois qu'elle a craqué. Après, c'est peut-être du bluff, j'en sais rien du tout. Hein. J'ai l'impression que c'est une dame qui en a marre de courir, de fuir. La chauffarde joue-t-elle la comédie? Est-elle consciente de ce qu'elle a fait? Seul l'avis d'un psychiatre pourra clarifier ces points importants pour la suite de l'enquête. Compte tenu de l'heure tardive, cet examen aura lieu le lendemain. Pour Jean-Marc, le verdict du médecin sera déterminant. Si la fuyarde n'est pas jugée schizophrène, elle pourra être entendue par l'enquêteur et devra s'expliquer. Le lendemain matin, 8 h. Jean-Marc est déjà à pied d'œuvre. L'enquêteur a obtenu, par réquisition, l'autorisation de faire intervenir un psychiatre qui doit procéder à l'étude du comportement de la conductrice. C'est la pièce centrale du puzzle, l'expert psychiatre. Et justement, Jean-Marc vient d'être prévenu de l'arrivée du spécialiste quelques étages plus bas. C'est cet homme en veste noire qui va devoir examiner la chauffarde. Je vous en prie. Merci. Jean-Marc le conduit dans les geôles de l'hôtel de police, auprès de la conductrice qui a passé la nuit ici. Arrivée de l'expert psychiatre pour madame entretien individuel. Bon, je vous revois après, docteur. Par respect du secret médical, cet entretien aura lieu sans la présence de l'enquêteur. Une longue période d'attente commence, avec à la clé un résultat décisif. Si la chauffarde est déclarée schizophrène, elle ne pourra pas répondre pénalement de ses actes devant la justice. Au bout d'une heure, l'expert en a terminé. Il est déjà capable, grâce à cet entretien, de dresser un premier bilan psychiatrique de la conductrice. Alors je suis très ennuyé parce que elle est pas folle cette dame. Hein. D'accord. Le médecin est catégorique. Selon lui, la chauffarde n'aurait aucun trouble du comportement, rien qui n'altérerait son discernement et donc sa responsabilité. Les conclusions sont au nombre de 3. Est-ce que cette personne est atteinte de troubles psychiatriques? Je dis non. La deuxième chose, est-ce que cette personne est responsable? Enfin, c'est pas la deuxième chose, mais dans le désordre, sa responsabilité pour moi, elle est entière. Et est-ce qu'elle est dangereuse au sens psychiatrique, qui est différent du sens général? Pour moi, elle n'est pas dangereuse sur le plan psychiatrique. Mais alors, comment expliquer l'attitude de cette femme qui a pris la fuite après avoir délibérément foncé sur un policier? Désormais, c'est à Jean-Marc d'intervenir. D'accord, très bien. Je vais vous raccompagner à la sortie. Le policier sait qu'il arrive au bout de son enquête. Il va peut-être enfin comprendre ce qu'il s'est réellement passé lors de ce contrôle routier. La véritable audition peut maintenant commencer. Faire monter madame, s'il te plaît. Merci. Je vais attaquer dans le vif du sujet, les circonstances du contrôle, lui rafraîchir un peu la date, l'heure des faits, le lieu. Et après, je vais voir ce qu'elle va me dire par rapport à ça et j'argumenterai mes questions. Car c'est à Jean-Marc de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Encadrée par 2 policiers, la conductrice est amenée jusqu'au bureau de l'enquêteur. Bonjour, vous allez bien? Allez-y, asseyez-vous. Dans un premier temps, le policier va d'abord chercher à mettre en confiance la fuyarde. Cette femme, au casier judiciaire bien rempli, est une habituée des auditions, alors autant mettre carte sur table dès le début.
Donc, ma méthode de travail dans une audition, c'est que je travaille point par point, d'accord? On va commencer par les circonstances du contrôle et on va détailler petit à petit, d'accord? Je suis flic, mais je suis réglo. Vous avez le droit de garder le silence ou de répondre à mes questions. En tant que policier, de parler. Après des semaines d'enquête, Jean-Marc espère enfin comprendre pourquoi cette femme s'est enfuie sous le nez des policiers. Relatez-moi un peu les circonstances du contrôle sur le 13e arrondissement vers 18h25. Les circonstances, vous voulez quoi? Le début, le milieu, la fin? Tout ce qui s'est passé, le motif, pourquoi à l'origine il vous contrôlait. Il y avait ma voiture très abîmée. Alors, le motif, s'il connaissait en Mercedes. Donc il vous demande vos papiers sur place? Ils m'ont contrôlé, j'avais pas mes papiers. Contre toute attente, la conductrice semble disposée à parler. Elle reconnaît même qu'elle roulait sans papier. Mais ce qui intéresse Jean-Marc, c'est la suite. Pourquoi ce contrôle, a priori sans histoire, a-t-il dérapé? Vous décidez de partir. Donc les collègues vous poursuivent, c'est bien ça? Donc racontez-moi un peu les circonstances. Je me suis forcée. Je n'avais pas envie de partir, j'avais juste... Je ne voulais pas partir, mais je l'ai fait. Je ne veux pas partir par respect pour la police, parce que j'ai quelqu'un de droit. Là, à ce moment-là, c'est la soupape qui a pété, quoi. Il y a tout qui est remonté à la surface. Ouais, c'était déjà la surface, mais là, c'était tout qui... Jean-Marc ne s'attendait pas à cela. En quelques minutes à peine, il a déjà obtenu un premier aveu. La conductrice reconnaît bel et bien avoir pris la fuite. Et l'enquêteur n'est pas au bout de ses surprises. Face à lui, la femme va continuer à se livrer. J'ai pas réfléchi, puisque je réfléchissais pas, j'avais vraiment la tête douleur et quoi faire, partir, je sais pas. Non, j'étais bloquée. Je pensais à rien. Je sais pas comment expliquer ça, c'est dans le dossier, vous pouviez mettre des mots forts parce que je suis terrorisée. Qu'est-ce qui vous a pris pour renverser le scooter? Vous l'avez fait délibérément? Vous n'avez pas réfléchi? C'est la panique? J'ai paniqué depuis le début. J'ai senti le scooter, mais j'ai senti qu'il y avait un homme. Alors c'était où l'homme était touché le scooter, ou il était dessus, en train de remonter. Mais c'était pas délibéré. Ah non. Comment vous avez vu que vous aviez percuté le policier? Ah, j'ai senti. Vous l'avez senti? Une bonne conductrice, et je sais ce que c'est quand quelqu'un touche. J'ai senti que c'était pas que j'ai senti le scooter. Ma voiture a peut-être fait un comme ça. À force de la questionner, la chauffarde finit par avouer à Jean-Marc qu'elle a bien percuté le scooter sous le coup de la panique. Reste maintenant à savoir si elle était consciente du danger. Oui, ce cumul d'infractions. Est-ce que vous avez conscience que votre conduite, malgré votre maîtrise, que c'est dangereux? Mais je savais que c'était dangereux, je savais que tout était dangereux dans la situation dans laquelle j'étais. Je suis que dans le danger, dans la douleur. Cette fois, Jean-Marc n'a plus aucun doute. Cette femme, au passé tourmenté, était parfaitement au courant de ce qu'elle faisait. Dépassée par ses sentiments, elle a failli commettre l'irréparable, comme de nombreux délinquants de la route. Au bout de 2 heures, l'enquêteur met donc fin à l'audition. Je vous laisse relire. D'accord, que vous aurez une copie du procès-verbal. Là, je vais continuer. Je vais vous redescendre en bas, madame, pendant que j'appelle le procureur. Car après des mois d'enquête, c'est désormais à la justice de décider de la suite de cette affaire. Bonjour, brigadier TGDR Paris 13. Jean-Marc va devoir résumer tout le dossier au procureur de la République. Elle reconnaît tous les faits. Elle mentionne bien qu'au moment où elle tourne pour prendre la fuite, elle a senti le choc et qu'elle savait qu'elle avait percuté, mais qu'elle n'a pas voulu le faire délibérément. Elle est complètement SDF, cette dame? Oui, elle vit dans sa voiture. Voilà, on est obligé de faire une signe. Pour le parquet, cette comparution immédiate est une précaution nécessaire au regard de la vie précaire de la chauffarde. Convoquée dans plusieurs semaines, il se pourrait qu'elle ne se présente pas et qu'elle disparaisse dans la nature. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. La conductrice sera présentée ce soir devant un juge pour qu'il puisse rapidement statuer sur son cas. Le travail de Jean-Marc s'arrête ici. Personnellement, on n'est jamais content de foutre quelqu'un derrière les barreaux. Le seul avantage que moi
j'arrive à en ressortir, c'est qu'elle est en dehors de la voie publique maintenant. Pour les faits de violence avec arme et refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui, la conductrice a écopé d'une peine de 5 mois de prison avec sursis et de 2 ans de mise à l'épreuve ainsi qu'une obligation de soins. Ça y est, c'est terminé. Pour Jean-Marc, c'est la fin d'une enquête de plus de 3 mois, avec à la clé un beau résultat. L'année dernière, les hommes et les femmes de l'UTJDR ont dû faire face à plus de 130 délits de fuite dans la capitale.